Parle de la Palestine. C'est une chronique qui est vite fait. Aujourd'hui, on est le 15 mai. C'est officiellement la date de création de l'État d'Israël, 15 mai 1948. Israël, c'est comme ils utilisent le calendrier hébreu. Donc c'est pas le même jour, hein, donc ça avance, hein, c'est calendrier lunaire comme dans l'islam aussi, hein, c'est pas exactement le même, enfin c'est même antérieur, enfin il y a c'est pas le calendrier solaire comme on utilise, etc. Donc du coup c'est pas le 15 mai, c'était il y a 15 jours, quelque chose comme ça. Voilà. Le 15 mai 48, l'État d'Israël comment est proclamé, enfin l'ONU permet aux milices sionistes de déclarer cet État. Alors que la Nakba n'a pas commencé le 15 mai 1948. Donc la Nakba, je rappelle, c'est le nom ça veut dire la catastrophe en arabe. C'est le nom que l'on donne à l'expulsion des Palestiniens en 1948, l'expulsion des 800 000 Palestiniens, c'est-à-dire les 2 tiers. Voilà, c'était à l'époque les 2 tiers du peuple palestinien quand même. Hein. Il est resté plus qu'un tiers. Hein. Les 2 tiers du peuple palestinien, aussi bien chrétiens que musulmans, sont donc expulsés. En fait, l'expulsion n'a pas commencé le 15 mai 48, et ça c'est très important, elle a commencé avant le 15 mai 48. Parce que souvent, l'État d'Israël dit mais les réfugiés palestiniens, le 15 mai, c'est dans la fureur des combats. Parce que le 15 mai 48, lorsque l'État d'Israël se déclare, les armées arabes interviennent. Ouais. En fait, c'était une comédie, cette intervention des armées arabes. Mais oui, absolument. C'était simplement pour contenter les opinions arabes qui étaient évidemment complètement offusquées par l'arrivée de ces milliers de réfugiés. Il fallait faire semblant d'agir. Et d'ailleurs, tous ces régimes arabes à l'époque étaient sous domination impérialiste, soit britannique, etc. D'accord ? Surtout britannique. Ou états-unienne, mais surtout britannique. Et donc, du coup, ces armées arabes, c'était une comédie en fait. Elles interviennent parce que, effectivement, dans tous les pays arabes de la région, depuis en fait, ça a commencé même depuis le mois de janvier. Depuis janvier, eh bien, des réfugiés arabes arrivaient. C'était des réfugiés palestiniens, on les appelait les réfugiés arabes, qui étaient chassés par les milices sionistes qui intervenaient et qui systématiquement attaquaient les villages, expulsaient les habitants. Chose inédite, non seulement ils expulsaient les habitants, mais ils les empêchaient de revenir ensuite. Donc ce n'était pas une histoire de combat. Le but était vraiment de chasser. Le but de guerre était de chasser les habitants. À ce moment-là, les armées arabes n'interviennent pas encore. Donc le gros mensonge d'Israël, c'est de dire qu'il y a eu des réfugiés arabes, certes, en 1948, mais c'était uniquement à cause des combats, à cause de l'invasion des pays arabes. C'est absolument faux. L'expulsion, la Nakba, a commencé avant le 15 mai 1948, notamment par les 3 villes essentielles, Yafa, Haïfa, Raqqa. Ces 3 grandes villes palestiniennes sont expulsées avant le 15 mai 1948. Et c'est ça qui est absolument le gros mensonge sioniste, il est déjà là. Deuxièmement, les Palestiniens sont expulsés, mais en plus, on les empêche de revenir. Il y a une résolution de l'ONU qui est la 194, qui fait obligation à l'État d'Israël de laisser revenir ces réfugiés. Israël ne l'a toujours pas fait, et pourtant, c'est une des conditions de l'admission d'Israël à l'ONU en janvier 1949. Une des conditions, c'était qu'effectivement, un peu plus tard que janvier, février, mars, c'était qu'Israël accepte toutes les résolutions de l'ONU. Et Israël ne l'a jamais appliqué. Alors, c'est 75 ans aujourd'hui de dictature coloniale, c'est 75 ans de massacre, c'est 75 ans de vol des terres, c'est 75 ans de destruction des maisons. On l'a vu, on est encore dans l'agression contre Gaza qui n'est pas forcément terminée actuellement. Bien qu'il y ait un cessez-le-feu, mais précaire, qui a été déclaré. Par l'Égypte, non ? Alors par l'Égypte, cessez-le-feu. Après, il y a eu quand même 33 morts, il y a eu plus de 110 blessés, il y a eu des centaines de maisons à moitié détruites. Une 50aine de maisons totalement détruites, 6 dirigeants des brigades Al-Quds du djihad islamique qui ont été tués, 6 commandants qui ont été tués, avec leur famille le plus souvent, carrément, on ne fait pas le détail, on a massacré leur famille, une partie de leur famille avec. Voilà, personne n'a dit un mot, personne n'a protesté, pas un chef d'État, pas le gouvernement français, on a massacré ces gens-là dans leur sommeil, d'accord, avec des missiles. Il y a eu 7 enfants qui ont été tués, il y a eu 7 ou 8 femmes, il y a eu des personnes âgées, il y a eu tout cela. Les destructions sont terribles. Des locaux publics, des locaux sportifs, des locaux publics ont été détruits. Des écoles ont été détruites. C'est un champ de ruines. Un nouveau champ de ruines qui s'ajoute à toutes les ruines successives de la 5e intervention contre Gaza, d'accord ? La 5e intervention contre Gaza depuis aux alentours de 2004-2005. Donc voilà, c'est ça, c'est la Nakba. Cette Nakba aujourd'hui n'est toujours pas reconnue, l'injustice est toujours là, la communauté dite internationale qui soi-disant se préoccupe du sort, elle se fiche complètement de faire appliquer et d'établir des sanctions contre l'État d'Israël. Aujourd'hui, au contraire,
les affaires avec l'État d'Israël sont absolument florissantes. Hein. L'Union européenne, aujourd'hui, l'autre jour, il y a la présidente de la Commission européenne qui a même fait l'apologie de la démocratie israélienne. D'accord ? La démocratie israélienne, vous avez bien entendu. Donc c'est absolument effroyable ce qui se passe. Et l'hypocrisie du monde, la voilà. Je le dis, la Palestine est le révélateur de l'hypocrisie globale de l'impérialisme. C'est pour ça que nous disons toujours la preuve par la Palestine, aussi bien Même au plan de l'anti-impérialisme. Et de l'anti-impérialisme, c'est la preuve par la Palestine et de la preuve et par la Palestine, et aussi que ce soit au plan international ou au plan national français. Et moi, j'en veux beaucoup à tous ces députés qui l'autre jour ont refusé de voter cette motion qui était présentée à l'Assemblée nationale, faut le dire, par le Parti communiste, et ça c'était une bonne chose, hein. Quand il y a des bonnes choses, on le dit aussi, d'accord. Et cette motion qui déclarait Israël apartheid. Et moi j'en veux beaucoup à tous ces députés qui ne l'ont pas fait ou qui sont fait porter pâle ce jour-là, qui paraît-il n'étaient pas là. Et je le dis bien, il y avait aussi bien des députés de la FI que des députés écologistes, et bien sûr le Parti socialiste, que aucun député du Parti socialiste n'a voté cette motion, et au contraire il y en a même un qui a voté contre cette motion, hein, Jérôme Gage. Donc voilà le problème. Direct. Alors voilà, bien sûr, c'est-à-dire que comme tu as dit, c'est aussi une preuve on ne peut pas être anti-impérialiste aujourd'hui, hein, et dire non à l'impérialisme russe en Ukraine, d'accord, alors que les mêmes aujourd'hui en ont absolument rien à faire de ce qui se passe en Palestine. Et je le dis bien, ça n'est oui, c'est l'hypocrisie. L'hypocrisie. Cette hypocrisie est folle. Et même du côté des gauchistes, et même du côté de l'extrême gauche, hein, où je suis absolument scandalisé par des gens qui mettent toute leur énergie aujourd'hui à être aux côtés de l'OTAN dans cette guerre, hein, et qui n'ont pas bougé leurs fesses, hein, parce que malheureusement nous n'étions pas beaucoup à la manifestation de samedi dernier, mais c'est bien. C'était quand même très bien, et c'est une manifestation qui a sauvé l'honneur de ce pays, je le dis. Juste avant, est-ce que les 75 ans, c'est un événement qui est important là-bas en Palestine, ou c'est juste symbolique, ou c'est très important, et pas cette uniquement Nakba chaque année? Mais dans le monde entier, savez-vous, malheureusement en France, on est un petit peu à la traîne, mais dans le monde entier et jusqu'au Chili, parce que vous savez qu'au Chili, il y a une communauté palestinienne très importante. Avec le club de foot, c'est là-bas Bien sûr, il y a plusieurs clubs de foot. Deportivo Palestino. Ouais. Oui, il y a même plusieurs clubs de foot palestiniens au Chili. Il y a quand même 500 000 Palestiniens au Chili, hein, et quand même 500 000 Chiliens d'origine palestinienne. C'est la plus grande communauté palestinienne en dehors du Moyen-Orient, hein, bien sûr. Pourquoi est-ce qu'effectivement parce que c'était un pays neuf, parce que c'était une façon de refaire sa vie, parce que voilà, et en Colombie également, pas qu'au Chili, en Colombie et tout, il y a des journaux palestiniens, il y a des clubs sportifs palestiniens, il y a des clubs sociaux palestiniens, enfin bref. Et donc dans le monde entier, aux États-Unis, au Chili, en Amérique latine, partout la communauté palestinienne au moment de la Nakba, hein, manifeste avec comme symbole la clé. Une grande clé, et très souvent les manifestations un peu partout dans le monde, vous verrez, on met en avant une grande clé, c'est la clé de la maison, puisque vous savez que la clé, c'est ce qu'on a gardé des maisons en Palestine en 1948, lorsque les gens étaient expulsés des villages. 550 villages ont été rasés à la surface du sol. 550 villages, des quartiers entiers de villes comme Jaffa, Hakka, comme Haïfa, ont été détruits, et les gens prenaient avec eux la clé comme symbole de leur maison et du retour. Et cette clé, on la transmet de génération en génération. Hein. Il y a actuellement 13 millions de Palestiniens dans le monde, d'accord. La moitié... C'est-à-dire qu'il y a plus de Palestiniens dans la diaspora qu'en Palestine. Oui, bien sûr, ouais. parce que dans la diaspora, c'est un peu compliqué. Il y a des tas de situations différentes. Il y a les Palestiniens de Cisjordanie, il y a les Palestiniens de Gaza, il y a les Palestiniens de Jérusalem, et il y a les Palestiniens d'Israël, de ce qu'on appelle Israël, nous ce qu'on appelle la Palestine de 48, hein, c'est Israël. Donc on a 4 situations. Hein. Et en plus de cela, on a la situation des Palestiniens qui sont réfugiés dans les camps de réfugiés, et on a en plus la situation des Palestiniens qui sont dans la diaspora dans le monde entier jusqu'au Chili. Donc on a 6 situations de Palestiniens. Mais c'est le même peuple. Hein. C'est le même peuple qu'on a voulu atomiser, qu'on a voulu diviser, et qui se retrouve unis, et particulièrement en cette journée du 15 mai 48, ils se retrouvent unis parce que c'est le symbole du retour, et partout, ces Palestiniens manifestent dans la même idée. Posé ta question, excuse-moi. Dans la question du retour, dans l'idée du retour, le retour est fondamental, nous retournerons un jour, disent-ils. Non, mais ce qui est intéressant aussi à noter, c'est que en fait, il y a beaucoup de gens qui se disent « Ah, c'est bon, au bout d'un moment, ils vont oublier tout ». 75 ans après, la détermination est toujours là, ça se fait même de plus en plus radicaux, ils se font de plus en plus radicaux, la jeunesse surtout, la jeunesse, parce qu'ils se disent « Ah, c'est bon, ils vont oublier ». La jeunesse qui n'a pas connu cette Nakba, elle est toujours là à résister et tout, et c'est ce qu'on rappelle souvent aux Français, c'est que ça a duré 130 ans, l'Algérie, ouais. Et ça a duré, donc c'est pas ça va pas être oublié aussi facilement. Non, justement, et les sionistes et les impérialistes étaient convaincus que les Palestiniens oublieraient. Et vous avez cette fameuse phrase qu'on répète à chaque fois de Foster Dulles,
le secrétaire d'État des États-Unis qui lorsqu'il a interpellé, alors certains disent que c'est Foster Dulles, d'autres disent que c'est Ben Gourion qu'aurait sorti cette phrase, et quelqu'un qui a interpellé en disant mais que va-t-on faire des réfugiés arabes? Ça va être un gros problème. On les appelait les réfugiés arabes. Il faut comprendre que jusqu'aux années 60, on dit jamais palestiniens. On dit les réfugiés arabes de Palestine. Ouais. C'est une façon de les noyer dans un tout et de ne pas reconnaître qu'il existe une communauté palestinienne qui s'est constituée dans la lutte, parce que les Israéliens disent il n'y a jamais eu d'État palestinien. Oui, mais il n'y a jamais eu d'État auvergnat. Et aujourd'hui, chasser les Auvergnats, c'est pas parce qu'il n'y a jamais eu d'État auvergnat que les Auvergnats n'auraient pas le droit de revenir en Auvergne. Il n'y avait pas vraiment eu d'État-nation algérien. Il y a eu l'Algérie. Il y avait quand même l'équivalent. C'était pas un État-nation tel qu'actuel. Non, mais c'était quand même un État. Il y avait un État. Il n'y avait pas d'État palestinien parce que c'était simplement une partie de la Syrie, la Palestine. C'est comme si aujourd'hui on avait extrait l'Auvergne et que les sionistes, ou qu'une colonisation avait eu lieu contre une région de la France qu'on appelle l'Auvergne, eh bien c'est parce qu'il n'y a pas eu d'État auvergnat auparavant. Oui, c'est l'idée qu'il ne faut pas qu'il y ait un État. Il y a des réfugiés palestiniens. On ne peut pas nier un peuple parce qu'il n'a pas été constitué oui, non, mais c'est ça, sous la forme la d'un communauté État-nation, nationale s'est faite. Oui, c'est vrai. Et en plus, ça sous-entendrait, c'est une vision vraiment, pour le coup, j'allais dire atlantiste, ou occidentaliste. C'est de occidentaliste, occidental, c'est de penser que la seule la seule manière de constituer un peuple serait de le constituer sous la forme d'un État-nation. Oui, sachant qu'avant 45, il n'y avait pas d'Israël aussi. Voilà. Bien ça les a évidemment. pas empêchés de faire un État israélien. Évidemment, tu as tout à fait raison, c'est une très bonne remarque. Et quant à ceux qui diraient oui, mais il existait dans l'Antiquité, alors il n'y a aucun rapport entre l'État d'Israël aujourd'hui, j'aimerais le dire, et le royaume d'Israël qui a existé en Antiquité. Ah oui, alors là, non, mais alors tu t'en sors plus. Là, si tu vas vers, mais non, mais pour la bonne et simple raison. Tu remontes à quand? Mais pour quelque chose d'encore plus dingue, pour la bonne et simple raison que les habitants du royaume d'Israël dans l'Antiquité, je sais qu'il y en a certains qui vont se faire une fracture du cerveau à essayer de réfléchir à cela, mais comprenez bien une chose, c'est que les descendants des Hébreux, ce sont les Palestiniens d'aujourd'hui. Ouais. Mais bien évidemment, il n'y a jamais eu de diaspora. Il y a eu l'éviction de Jérusalem des élites juives. C'est ce que les Romains ont fait après 70, après Jésus-Christ, lorsque il y a eu la bataille pour Jérusalem et que les armées de Titus ont pris Jérusalem, effectivement. Mais ce sont uniquement les élites qui ont été prises, qui ont été emmenées à Rome. Mais la population juive de l'époque, elle est restée sur place. Mais c'est elle qui ensuite est devenue chrétienne et ensuite musulmane. Ouais. Ce sont donc les Palestiniens d'aujourd'hui. Ouais. En quelque sorte, Arafat a plus... J'aime pas les termes de sang, on est bien d'accord. Mais il y a plus de sang hébreu dans les veines que n'importe quel Israélien aujourd'hui. C'est ça l'aberration de la situation. Ce sont eux les vrais descendants des Hébreux. Faudrait que Aoula Mazé fasse une émission sur cette question de est-ce que les Juifs forment un peuple ou pas, parce que c'est un grand débat, tu vois. Et en fait, j'ai compris il y a pas longtemps parce qu'on me disait mais je comprends pas ce truc. En plus, je maîtrisais pas, donc je voulais pas en parler du tout. Mais de savoir si les Juifs sont un peuple ou pas. Et en fait, c'est un vrai enjeu. C'est de savoir si ils sont légitimes sur la terre d'Israël, avec l'idée que c'est un peuple parce que, alors pour présenter très grossièrement, c'est un peuple parce qu'en fait la religion juive n'a jamais été prosélyte. Ils sont toujours restés entre eux, et donc en fait ça a toujours été les mêmes qui se sont reproduits et tout. Et en fait oui, il y a plusieurs chercheurs. Lacassan, je sais plus son nom, mais qui montre qu'en fait, mais non, dans le passé le judaïsme a été beaucoup plus prosélyte, et en fait c'est par exemple au Maghreb et tout, c'était surtout des Maghrébins, des Kabyles qui se sont convertis au judaïsme. Et ça fait éclater l'idée qu'il y a un peuple juif. Il faudrait qu'il fasse Borenkraut, Simon et tout, faudrait qu'il fasse. Alors attention, c'est très compliqué. C'est un grand débat. D'abord, moi je distingue le fait qu'il y a un peuple. Si les gens ont envie de se dire la définition du peuple aussi qui est en question. Mais moi, je dis franchement, je rentre même pas dans ce débat. Si des gens ont envie de se dire je fais partie du peuple juif, moi je vais même pas le contester, ça. Ouais, ils ont le droit. Franchement, ils ont le droit. Si aujourd'hui les gens disent je fais partie du peuple martien, ils ont le droit. Du peuple musulman, ça n'a pas de sens. Même si ça n'a pas de sens. Mais ce que je veux dire, c'est que la grande escroquerie, c'est de faire coïncider le fait qu'il y a un peuple avec la terre de Palestine. Mais si tu as envie de faire un peuple, fais un peuple où tu veux. C'est parce qu'ils te donnent le droit de coloniser une terre. Oui, bien sûr. Non, mais ça, c'est un autre débat. Oui, c'est pour ça que je dis c'est pas le même débat. Et eux essayent de nous entraîner justement dans alors il n'y a pas de peuple juif. Et du coup, on fausse le vrai débat. Ouais, le vrai débat n'est pas du tout s'il existe un peuple juif ou pas. ils ont absolument le droit. Mais la question. Le peuple arabe, hein, mais bien sûr. Mais alors, ça, c'est des débats d'autres niveaux. Le vrai débat aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a le droit de coloniser la Palestine. Oui, et même si c'était les Martiens qui venaient coloniser la Palestine, eh ben, on serait contre la colonisation de la Palestine. Pour revenir à l'état des peuples, c'est ce qu'on disait, comment il y a des peuples sans État, les Kurdes là aujourd'hui, mais l'état d'autres. Les Roms constituent un peuple. Certains vont dire qu'il y a un peuple global Rome, mais en plus les Roms n'aspirent pas à avoir un État.
et n'ont jamais aspiré à avoir un État. C'est ça qui est aussi intéressant. Donc, c'est problématique. Et surtout, à qui plus est, l'État d'Israël, c'est un État colonial. C'est pas simplement un État. C'est un État usurpateur, colonial, raciste, expansionniste, parce qu'en plus, il le fait au détriment des voisins. C'est pas uniquement la Palestine, c'est qu'il occupe une partie de la Syrie, il occupe une partie du Liban, il occupe beaucoup de terres, et pendant longtemps. Donc voilà, c'est un État usurpateur, colonialiste et raciste. Et c'est en ce sens qu'on le dénonce. Et d'abord colonialiste, voilà. Borenkrot, le problème vient de ce que les sionistes mettent derrière le terme peuple. Ils y mettent un territoire et un État-nation à la sauce moderne européenne. Exactement, c'est exactement cela. J'avais une question. Vas-y. Et après, pour vraiment cela, je passe sur un autre sujet, enfin toujours sur la question de la commémoration de la Nakba. Mais j'ai vu, parce que je suis beaucoup les posts de Youssef et j'invite vraiment tout le monde à le faire sur Facebook. Non, parce qu'il poste beaucoup, il réagit beaucoup à l'actu, etc. Et non, franchement, moi, en tout cas, pour ce qui me concerne, ça me tient éveillé, tu vois, ça me tient éveillé parce que, comme tu le dis, quand je disais, tu vois, en gros, c'est le serment de Gaza, c'est la manière de condamner, l'impérialisme. Fait un serment en 2014. Voilà, mais c'est une manière aussi de réveiller régulièrement, et je dirais quotidiennement, l'anti-impérialisme, ou celui qui prétend être l'anti-impérialisme, parce qu'on ne peut pas être anti-impérialiste si on ne combat pas, Israël, quoi. C'est pas. Et tous les racismes. Voilà. Et y compris l'antisémitisme, bien évidemment. Bien sûr. Mais non, mais je veux dire, si on n'est pas concerné par cette question, je veux dire, c'est clairement pas jouable, quoi, entre guillemets. Et par rapport à ça, j'ai vu un post où tu parlais des manifestations, donc en Israël, j'imagine de la gauche israélienne, qui réclamait donc l'arrêt de la guerre à Gaza. Tu vois de quelle... Il y a eu une vidéo qui est sortie. Alors malheureusement, c'est pas des manifestations massives. Voilà, mais je voulais savoir justement, est-ce que c'est massif? Est-ce que c'est... Est-ce que politiquement, il y a un impact? Tout Israël se retrouve uni lorsqu'il s'agit, je le dis franchement, lorsqu'il s'agit de massacrer les Palestiniens, toutes les forces politiques. Maintenant, il y a des forces politiques qui existent en Israël qui malheureusement sont très réduites. Et comme B'Tselem, etc. C'est plutôt au niveau d'associations, beaucoup plus que de forces politiques, et qui effectivement dénoncent ce qui se passe. Heureusement, il y avait les rabbins contre la colonisation, il y avait B'Tselem, il y en a plusieurs, et qui effectivement dénoncent totalement cet état de fait. Mais malheureusement, essayer de trouver une coïncidence entre ceux qui dénoncent le gouvernement aujourd'hui, et notamment la destruction des prérogatives de la cour, de la haute cour de justice, voilà, et la dénonciation de ce qui se passe à Gaza. Malheureusement, il n'y a pas de coïncidence, et malheureusement, les forces politiques israéliennes sont en général tout à fait à l'unisson lorsqu'il s'agit de réprimer une fois de plus Gaza, et ça, c'est quelque chose de terrible. Voilà, il y a une sorte d'union sacrée par rapport à cela, et on l'a vu là actuellement, récemment, avec ce qui s'est passé. Où Israël a laissé mourir de faim un gréviste de la faim, palestinien, et Adnan. Oui, Adnan, et Kader Adnan, et donc le but est, de toute façon, je pense que c'était une provocation israélienne. Le but était effectivement de provoquer. Ils savaient très bien les conséquences. Votre dirigeant, on laisse mourir de faim votre dirigeant dans une prison, vous ne pouvez pas ne pas réagir. Et au début, la réponse du djihad islamique a été très mesurée. Ça a été quelques requêtes qui d'ailleurs n'ont fait aucune victime. Mais ensuite, ça a été le prétexte pour Israël. Voilà, le problème il est là en permanence. J'ai vu une vidéo d'une plage israélienne où tu avais les gens qui se... Après, on va accueillir Fatira. Une plage israélienne où tu avais des Israéliens qui étaient sur la plage et tout. Et d'un coup, qui fuient. En courant, en entendant les bruits. Et là, ça m'a refait penser à ce que disait Simon. Et c'est là qu'on se dit, mais même si vous êtes, même si c'est l'antisémitisme qui vous inquiète et que vous dites qu'il faut un territoire pour que les Juifs soient en sécurité, là, c'est la preuve que, mais vous pouvez pas être en sécurité en colonisant des gens, parce que les gens vont vouloir se défendre. Dire, tu traites de manière inhumaine une personne, cette personne va vouloir se défendre par tous les moyens possibles. Donc c'est pas possible d'être en sécurité. Et d'ailleurs, ça a été l'histoire de toutes les colonisations. Tu ne peux pas être en sécurité quand tu oppresses quelqu'un. Et qu'est-ce qu'il y a ? Je crois que c'était. Il voulait dire quelque chose. Et après, on va accueillir Fatira. Et d'ailleurs, c'était un des arguments qui avait été donné en disant, soi-disant, Israël a été constitué pour protéger les Juifs. Or, je crois qu'Israël, c'est un État qui a énormément contribué à l'insécurité des Juifs. Au contraire, puisque Israël a transposé des gens qui avaient subi l'antisémitisme en Europe dans un endroit du monde où, effectivement, on va les transformer en guerriers, on va les transformer en soldats contre un autre peuple qui leur avait absolument rien fait. Donc, c'est la pire des situations. C'est la pire des solutions.
solution qui a été trouvée. Transformer un peuple, des gens qui ont été opprimés en colonisateurs et leur mettre un fusil entre les mains en leur disant maintenant allez-y, vos ennemis sont là, c'est quelque chose d'abject. C'est en ce sens qu'Israël était aussi abject. Mais en fait, il faut se dire aux gens, est-ce que vraiment, parce que la seule solution pour qu'ils soient en paix entre guillemets, c'est de vivre dans un bunker. Oui. De vivre dans un bunker avec surarmé. Et à chaque fois, je me dis, mais est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez en fait? Parce que, à part ça, ou génocider les Palestiniens, il n'y a pas d'alternative. Je veux dire, ou alors, l'alternative, c'est la solution politique, c'est la solution à un État pour tous. Voilà. Mais sinon, c'est soit vous génocidez tous les Palestiniens, soit vous vivez dans un bunker parce qu'ils ne vont pas arrêter de ça ne s'arrêtera jamais. De résister.